Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle, une troisième mi-temps européenne. Voilà, comme la semaine passée, puisque les quarts de finale de Champions Cup, attention, à l'heure où on tourne, ça joue toujours en Challenge Cup, notamment un Basse Gloucester, mais le Champions Cup sont terminés et notamment ce fameux Toulon-Toulouse qui était énormément attendu et qui n'a pas déçu. Avec moi, pour débriefer ce match, Vincent Bissonnet, Yanis Guillou. Bonsoir messieurs. Salut les mecs. Salut. Ça va? Et ça va. Écoute, un match tendu, jusqu'au bout. On a tremblé, hein, même si on n'était pour aucune des deux équipes. Oui. On a... Évidemment. Valait mieux être neutre. Valait mieux être neutre sur ce match. Bon match de rugby, on est content d'avoir vécu. Bon match de rugby. Aurélien Delanduy en régie. Comme d'habitude, on souligne, il y a aussi beaucoup de monde dans la rédaction, puisque pour ceux qui nous suivent, vous savez que le dimanche, c'est jour de bouclage à Midi Olympique. Donc voilà, il y a un journal à boucler après cette émission et il se boucle en ce moment même. Messieurs, directement, voilà, quart de finale. Donc déjà, on connaît les demi-finales. Bordeaux-Toulouse. Leinster-Northampton. Alors Leinster-Northampton, c'était la même demi-finale la saison dernière. Bordeaux-Toulouse, c'était la finale du top 14 la saison dernière. Bon, pas de très bons souvenirs pour les Girondins. Demi-finale de Champions Cup en 2021. En 2021, la dernière fois que l'UBB y était allé en demi-finale de Champions Cup, c'était au stade Ernest Vallon. Là, cette fois, ce sera sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Quoi qu'il arrive, si Toulouse recevait, c'était sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Là, il avait déjà booké pour le symbole, voilà, Bordeaux, l'UBB reçoit, mais voilà, recevra aussi dans son stade, enfin son second stade, si je peux le dire ainsi. En tant que local girondin, Yanis, tu confirmes? On peut dire que c'est le stade où il y a des délocalisations. C'est un peu comme le Vélodrome pour Toulon. Voilà, un peu comme le Vélodrome pour Toulon. Messieurs, du coup, voilà, Toulouse a rejoint Bordeaux puisque les Toulousains sont imposés 21-18 à Toulon. Quel match! Pénalité à la dernière seconde de Thomas Ramos. Quel match! En plus, on craignait un peu la météo. On se demandait quel impact allait avoir la météo sur les débats. Et en fait, moi, personnellement, j'ai adoré. Hein, parce qu'on a retrouvé un match un peu vintage, j'ai envie de dire. Hein, quand on est presque quadra, on peut le dire. Ça a rappelé quelques belles affiches. On n'était plus sur du Super Rugby 50 à 40. Mais non, une très très belle passe d'armes avec énormément d'engagement, de densité. Et puis voilà, tactiquement, c'était aussi... tout n'a pas été réussi, loin de là. Mais c'était hyper intéressant, voilà, cette passe d'armes entre deux équipes qui étaient pas très proches, comme l'a montré le tableau d'affichage. Je le dis avant de donner la parole à Yanis. Pour ceux qui sont dans le chat, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé, forcément le Toulon-Toulouse, on l'a beaucoup attendu, donc il y a du monde qui veut nous voir débriefer et qui veut, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Mais cette émission, voilà, comme pendant le tournoi, est sponsorisée par Un Bon Maillot Rugby, donc on découvrira un nouveau maillot des sélections du 6 Nations à la fin de cette émission. Donc restez, comme d'habitude, messieurs, il faut gagner le droit d'ouvrir la boîte. La boîte que j'ai ici. Faut être bon pendant l'émission. Voilà, la boîte que j'ai ici et bien sûr un bon maillot rugby. On vous fera gagner comme d'habitude dès lundi une boîte, pas le maillot qu'on va découvrir, mais une boîte fermée à double tour. Avec un maillot à l'intérieur. Avec un maillot à l'intérieur. Avec un maillot à l'intérieur, bien sûr. Juste la boîte, je pense que sinon. C'est mieux. Donc voilà. Donc voilà. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en vidéo. Tu veux dire quoi? Au niveau de quoi? Mais je sais pas, non, je croyais que tu avais envie de parler, que je t'avais coupé, je m'excuse. Non, pas du tout. Bah écoute, je te lance alors. Je rebondis sur ce qu'a dit Vincent. C'est vrai que la pluie a rajouté une dimension dantesque en fait à cette rencontre, puisque comme tu l'as dit, tout n'a pas été réussi, mais au final, justement, ça a rajouté un peu plus de suspense, un peu plus d'incertitude sur les lancements de jeu, sur tout ce qui allait se passer dans ce match, et aussi dans la stratégie de jeu des deux équipes. On a vu que Toulon a beaucoup utilisé Melvin Jaminet, son jeu au pied très lointain. On aurait dit que il aurait pu passer une pénalité de ses propres 22 mètres, quoi, avec le vent dans le dos notamment. Et Toulouse, au final, a changé son fusil d'épaule et s'est beaucoup appuyé sur la puissance de ses gros en deuxième période pour faire la différence. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce match, c'est qu'il y avait des symboles partout. Au début, on avait la symbolique Jaminet contre Toulouse, c'est vrai, avec tout le contexte qu'il y a, qu'on ne pouvait pas omettre et que je pense eux non plus sur le terrain ne pouvaient pas oublier. Avec un Ramos qui était en échec, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre les deux. Donc le parallèle entre l'affaire extra-sportive de ces dernières semaines, mais aussi ce qui s'est passé sportivement quand Jaminet était à Toulouse. Il y avait ce duel-là, plus le duel dimension physique de Toulouse. Est-ce que Toulouse va perdre sa couronne face à un Toulon qui est réputé pour son pack à Mayol, sous les sifflets du public? Cette dernière pénalité de Ramos, qui est juste le symbole ultime, qui se retrouve après en pleurs au micro de France 2 pour l'évoquer. Donc c'est quand même un match qui, je pense, va rester dans les annales. Oui, parce que c'est pour l'instant le plus gros. En tant que club, attention à la victoire de l'équipe de France, mais on sait que c'est le match presque le plus attendu de ce début de cette saison. C'est normal, les phases finales arrivent, mais
bon, ça a répondu aux attentes, quoi. On s'en rappellera dans quelques années, ce match. Ouais, il y avait tout. Il y avait le prestige déjà de l'événement. Il y avait beaucoup de choses autour du match. Hein. On adore ça quand même quand le match est un peu pimenté par plein de petites affaires et plein de petits duels sympas. Et puis voilà, il y avait cette indécision. Hein. On se demandait vraiment est-ce que Toulon était capable de faire tomber Toulouse? Est-ce que Toulouse allait résister à la pression du PAC et du jeu au pied de Toulon? Et il y a eu tout ça dans ce match. Et à la fin, c'est Toulouse qui a gagné. Mais justement, on en parlait avant de débuter cette émission, le retour des vestiaires. On a l'impression que Toulouse, qui était mené de 6 points à la pause, il y avait 12-6 pour Toulon, on a l'impression que Toulouse a cogné plus fort pendant ce quart d'heure, 20 minutes, qui leur a permis. Il y a eu l'exclusion temporaire de Baptiste Serein. Toulouse a marqué 2 essais, a pris 6 points d'avance. C'est parti du renvoi, du contre-rock. Donc, en fait, on a l'impression que Toulouse, encore comme l'année dernière, un peu en finale contre le Leinster, il a fallu cogner et Toulouse a montré que c'est pas que des redoublés derrière. Quand il faut cogner, ça cogne, quoi. Oui, on n'en doutait pas. J'ai trouvé vraiment. Alors, ils n'ont pas tout réussi. Il y a eu pas mal d'imprécisions, mais bon, sous la pluie. Oui, on ne peut pas leur en vouloir. Dur de leur en tenir rigueur. Mais je les ai trouvés vraiment intéressants. Voilà, on a vu énormément de prises d'axe. J'étais un peu étonné d'ailleurs que les Toulonnais glissaient autant. Enfin, il y avait quand même vraiment des solutions pour les Toulousains au bord des rucks. On a vu notamment Emmanuel Méafou, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais plus combien de fois. Qui a surnagé. Le prendre. Paul Graou avec moins de réussite, mais aussi essayer de s'y infiltrer. Et c'est vrai que les Toulousains ont prouvé que leur rugby était protéiforme, hein. Ils étaient capables des plus grandes envolées comme des plus grosses charges. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est quand même très fort. Je sais pas, c'est toujours dur de placer une performance par rapport à dans une ontologie de grands matchs du Stade Toulousain, mais c'est une performance vraiment qui va compter dans ce contexte et dans cette physionomie. Oui, puis on a très vite vu que les Toulonnais, c'est ce qu'ils redoutaient des Toulousains. Hein. Au-delà du jeu après contact, qui est forcément la marque de fabrique du jeu toulousain, je pense que c'est pour ça aussi que Toulon s'est mis à plaquer très haut, peut-être trop parfois dans cette rencontre. Et ils ont été pénalisés à plusieurs reprises, mais surtout ils ont craint les rucks, quoi. Ouais. Tu vois la faute de Ribans qui est un écran au final, donc ça a été une mêlée, montre à quel point Toulon craignait le jeu au sol. Et moi j'ai en tête cette image de Roumat qui rate un ballon important sur ses 50 mètres pour dire que les Toulonnais en fait ont foutu la guerre dans les rucks en deuxième mi-temps aux Toulonnais qui étaient dépassés. Et je pense que tu te mélanges entre Toulousains et Toulonnais, c'est énorme. C'est pénible. J'ai envie de sourire depuis 30 secondes. Les rouges et noirs, t'emballer, tu sais plus quoi dire. Non mais dis rouge et noir, on pourra pas dire ta faute, on pourra pas dire ta juste. J'ai oublié où je voulais en venir. Je voulais en venir que aussi Toulon a beaucoup défendu en première période et je pense qu'ils l'ont payé en deuxième période puisque du coup ils ont été fatigués physiquement et ça a conduit à quelques erreurs offensives, notamment sur les soutiens, ce qui a permis à Toulouse de mettre la main dans les rucks. Ouais. Ce qui est marquant, c'est que la semaine dernière, Toulouse avait un petit peu eu du mal en mêlée et dans les rucks face à Sale, et on leur prédisait justement un peu pas l'enfer, mais on leur prédisait un sacré défi sur mêlée et sur ruck. Et au final, pendant 78 minutes, ils les ont bousculés dans les rucks. Et à la fin, la dernière pénalité, ils l'ont emmêlé. Je crois que le Stade Toulousain arrive toujours à avoir ce répondant qui est quand même qui est étonnant et pas forcément sur des secteurs où on l'attendait le plus. Et tu l'as dit, il y avait la mêlée. Il y a aussi cette sublime réponse dans les touches. Au début du match, Esteban Abani fait un énorme début de match en touche, en lisant notamment toutes les combinaisons toulousaines. Il n'y arrivera pas. Et Toulouse a su répondre avec notamment par le pied d'Alexandre. C'est pas quand on a 2 pancartes. On va donner 2 pancartes, tu vas arrêter de le dire, tu vas lever la pancarte. Notamment par le pied d'Alexandre Roumat, Toulouse a su répondre pour voler quelques touches toulonnaises et montrer que dans ce secteur aussi il pouvait être présent. Ouais, beaucoup d'intelligence. Et aussi au niveau des joueurs, on en a parlé, il y a Emmanuel Méafou qui a décidé de faire trembler le sol sur les bords de la Méditerranée, puisque le deuxième ligne. Alors là aussi, il y avait des duels partout. Il y a eu d'ailleurs une très bonne interview d'Emmanuel Méafou cette semaine dans le journal Midi Olympique et sur Rugby si vous voulez la relire. Il y avait ce duel face à Ribans. Ribans avait dû être décalé aussi numéro 4. Mais Emmanuel Méafou, sans vraiment critiquer la performance de Ribans, si on reste que sur Emmanuel Méafou, c'est dans l'avancée, c'est des passes après contact malgré les conditions compliquées, c'est une activité de fou dans les ballons portés. Enfin, au bout d'un moment, il n'a plus rien à démontrer, mais encore une fois, c'est une poutre dans tous les secteurs de jeu en fait. Puis on sent que c'est vraiment
un grand joueur, grand rendez-vous, il hausse le niveau, l'engagement, l'agressivité, tout, enfin même l'exécution technique comme tu l'as dit, voilà, c'est. L'essai de Graou. On a senti que c'était un méa fou des grands jours et directement. Et je pense que dans ce qu'on appelle le body language et tout, il a été, je pense qu'il a fait mal aux Toulonnais. Les Toulonnais en avaient marre de le voir prendre le ballon, avancer. Et en plus, il n'y a pas de parade contre un tel joueur. Par exemple, l'essai de Graou finalement refusé, mais c'est lui qui crée tout, quoi. Il tombe au sol, il lâche ce ballon et puis Graou, bon, à l'espace, au final, il n'arrive pas à terminer, mais il a fait énormément de différence, pas que grâce à sa puissance. C'est qu'il y a la puissance, mais on fait jouer derrière, quoi. Et là, c'est quasiment indéfendable. Quand tu dois être à 3 pour le faire tomber et qu'en plus, il arrive à faire vivre le ballon, au bout d'un moment, il y a forcément des décalages quelque part, quoi. Et ça montre aussi à quel point son jeu est complet. Tu parlais de cette passe après contact qui montre qu'il est à l'aise quand même balle en main. Moi, ça m'a fait sourire parce que sa première action du match, en tout cas la première fois qu'on le voit vraiment, c'est parce que Ribans arrive à un ballon, il est super bien lancé, il arrive à prendre le ballon et il essaie de jouer après contact et au final le Meafou a tout vu et intercepte le ballon de Ribans. Donc déjà pour lui faire passer un message symbolique, à mon coco, il va falloir que tu me coltines toute la partie. C'est vrai que Ribans a essayé lui aussi, mais il n'a pas eu la même réussite. Et quelques instants plus tard, minutes plus tard, il y a un moll toulonnais et Meafou, là tu l'as dit avec son body language qui voulait dire quand même qu'il partait à la guerre, a juste écarté Alan Ouessé avec son bras et elle est s'infiltrer dans le ruck pour enterrer le ballon. Ce ruck et enterrer le ballon. Donc c'est deux actions qui montrent aussi à quel point Meafou a dominé la deuxième ligne toulonnaise cet après-midi. Ça pouvait pas tenir jusqu'au bout. Il a fallu ce petit lapsus. Très franchement, c'est insupportable. Je vous le dis. Ça fait 8 fois en 10 minutes. C'est insupportable. C'est un jeu en fait. Vivement qu'on passe à Bordeaux. Vivement qu'on passe à Bordeaux Munster. Non mais je vais changer les mots, je pense. Je dirais RCT et puis Stade Toulousain. Ouais, mais tu vas t'embrouiller encore plus, je pense. Écoute, fais ce que. Voilà, grand jour, grand moment. Fais ce que bon te semble et on te soutiendra. Oui, voilà, tu peux te louper 3 fois. Oui, mais tu mettes la dernière. Ma dernière phrase, ce sera la bonne. Ce sera la bonne. Non, mais en plus, Meafou, 70 minutes aussi. Dans un match comme ça, on connaît le gabarit d'Emmanuel Meafou, on est mieux assis là que face à lui. Mais bon, ça tient 70 minutes dans un match comme ça. Il n'y a pas de baisse de régime aussi. Après, je pense que la partie a peut-être. Enfin, je pense que c'est pas la partie la plus éprouvante, mais beaucoup d'impact. T'avais besoin ce jeu-là, c'est pas bon. Notamment sur la mêlée, tu avais besoin de lui qui reste aussi longtemps sur le terrain, sur des matchs comme ça qui se jouent à des pénalités, justement, comme ça a été le cas. Tu as besoin d'avoir cette pénalité en plus qui t'apporte en mêlée avec son poids. Ouais, et du coup, à l'inverse, il a failli être le héros, mais Jaminet, quand même, a encore montré qu'il peut atteindre Marseille depuis Mayol. C'est-à-dire que s'il y a un peu de vent dans le dos, je pense qu'il peut atteindre les poteaux du Vélodrome en tapant de ces 22 à Mayol. Non, mais pour le coup, il aurait mérité une meilleure issue. Melvin Jaminet, on en a parlé aussi, il y avait un énorme contexte autour de lui. Ça a beaucoup parlé cette semaine. Il a encore montré dans le jeu quelques imprécisions, mais au but, quand Fabien Galtier disait que c'était presque le pied le plus puissant du monde il y a quelques années, aujourd'hui, il n'y a plus trop de débat, quoi. C'est une arme à destruction massive, avoir Melvin Jaminet dans son équipe, en tout cas pour corriger l'indiscipline adverse. Ça mériterait un décryptage physique. Comment c'est possible? Oui, c'est vrai, en ayant des gens si fines. Il n'a pas les cuisses de Tussova. Ni les cuisses de Joris Second, tu vois, où on peut se dire, forcément, avec la puissance, la dynamite qu'il a dans les quadrilles, ils envoient le ballon super loin. Là, c'est vraiment, je pense, une technique parfaite sur la position du corps au niveau de la frappe de balle, la position du pied d'appui. Et c'est assez impressionnant, puisque en plus Melvin Jaminet a un type de coup de pied qui fait que le ballon part très haut, donc avec le vent forcément ça part encore plus loin, ce qui avantagé notamment aujourd'hui, et c'est impressionnant la régularité qu'il a sur ses coups de pied, il n'en rate pas un, quoi. Puis la marge, je sais pas à quel point il y avait du vent, notamment en première mi-temps en faveur de Toulon, mais c'est vrai que les deux coups de pompe qui passent là de 60 mètres et de plus de 50 mètres, il y a une marge en seconde période, il en prend une à 40 mètres en coin, celle du 18 partout. J'ai pas l'impression qu'elle tombe juste après la barre, la balle. Non, malgré le vent contre. Je pense que le ballon, quand tu es derrière les tribunes à Toulon, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce qu'à tout moment, tu peux prendre un missile arrivé de 55 mètres plein fer. Celle-là, tu vois, c'est intéressant puisqu'il joue avec le vent. Au départ, elle n'est pas dans la direction des poteaux et elle est déviée au tout dernier instant. Ça l'enroule un peu. Donc c'est aussi intéressant de noter que c'est pas juste il tape fort et puis il y a une réflexion quand même derrière. Et dans le chat, il parle beaucoup de production de jeu. Certains disent voilà, Toulouse s'est mérité puisqu'il y a eu plus d'occasions de marquer, il y a eu plus de jeux quand même. Par exemple, l'essai que met Aki, Toulon s'est un peu trop débarrassé du ballon sur les quelques surnoms qu'ils ont eu. J'ai un souvenir à Fanganoukou en première mi-temps, Garbizi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est l'équipe qui a, malgré les conditions, un tout petit peu plus joué
qui l'a emporté ou est-ce qu'au final ça s'est joué, on a lancé le dé et puis pénalité, Ramos l'a mise et puis... Non, de toute façon déjà il y a les essais refusés à Toulouse, il y en a 2. Oui. Déjà, ça prouve quand même. Voilà, ils ont été 2 essais marqués, 2 essais refusés, ils ont été 4 fois dans la zone de marque, ce que les Toulonnais n'ont pas été capables de faire, il me semble. Effectivement, et oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 situations, notamment sur des avantages. J'ai notamment souvenir d'une passe au pied de Garbizi qui est peut-être pas très heureuse à un moment où Toulon a de l'avancée, joue sur un avantage, ils peuvent sûrement faire mieux. Et c'est vrai que oui, les Toulousains, pour le coup, sans surjouer, je trouve que c'était plutôt intelligent dans leur approche globale du match. Sans surjouer, effectivement, ils ont su par moments mettre des petits coups d'accélérateur et des coups de boutoir. On les a vus, profiter des erreurs toulonnaises aussi, et la moindre petite erreur en début notamment de période. La supériorité numérique toulonnaise, ils l'ont beaucoup plus exploité que l'inverse. Il n'y a pas photo. Juste à ajouter peut-être pas un bémol mais une petite précision que pour moi c'est juste 2 styles de jeu différents. Toulouse forcément tu vas beaucoup plus les voir sur les extérieurs, produire du jeu comme vous dites et aussi prendre des risques, les risques d'aller en touche par exemple sur l'essai de Marchand d'abord refusé puis l'essai de Willis. Toulon l'a fait aussi à 18-12. Alors j'allais venir. Donc du coup, alors que Toulon au début prenait plus les points au pied forcément avec Jaminet qu'on évoquait précédemment, et la seule fois où Toulon a dit je vais prendre la touche, c'est une touche ratée par Rivaldi qui revient au Toulousain et finalement un dégagement. Donc c'est juste que c'est pour moi deux façons de jouer différentes sur Toulon aussi qui s'appuie beaucoup plus sur ses avants, donc forcément on voit moins les décalages et les occasions d'essai. Est-ce que cette défaite peut faire mal à Toulon? Parce qu'on sait que Toulon, en top 14, est à la course pour une qualification directe en demi-finale, fait une énorme saison Toulon. Mais est-ce que ce match, déjà, avec le contexte, aussi où beaucoup de monde voyait Toulon s'imposer avec Toulouse, sans Dupont, sans Capozzo, voilà. Et puis il y a le scénario aussi, tu perds après la sirène, à la dernière seconde, sur une pénalité où tu vois le ballon passer entre les poteaux et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Est-ce que ça va être difficile de se relever d'une défaite comme ça? Je pense qu'elle fait mal à la tête. Le scénario fait mal à la tête. Oui, le scénario fait mal à la tête. Le fait, tous les Toulonnais s'étaient mis à rêver 10 ans après de revivre une belle épopée européenne. Après, je pense qu'une fois que la déception sera passée, je pense que le mal de tête il passera aussi. Parce que les Toulonnais, on a vu qu'ils étaient dans le vrai. Ils ont quand même matché avec les. On n'en doutait pas, mais on a quand même vu, preuve à l'appui, qui matchait complètement avec Toulouse et qu'ils ont tous les atouts pour briller. Et ils ont encore je pense que dès la semaine prochaine, ils ont un objectif clair et net, c'est le top 2. En sachant que les 2 équipes avec qui ils sont à la lutte, elles vont jouer des demi-finales et l'une d'entre elles jouera la finale. Voilà. Donc, d'un côté, ils savent que s'ils gèrent bien la fin de saison, ils seront en demi-finale de top 14. Et Toulon, qui reçoit Toulouse, et recevra Bordeaux aussi en fin de saison. Ils ont vraiment leur destin en main. Donc je pense qu'il y a de la déception, mais ils sont dans le vrai, donc il n'y a pas non plus de quoi de retourner. Tu penses que cette défaite, elle est dure aussi à encaisser, c'est normal, mais ne va pas mettre un vrai coup de frein à la saison, à la bonne dynamique toulonnaise. C'est pas comme s'il y avait un trophée à la fin du match non plus. Il y avait quand même une demi-finale contre Bordeaux et une finale sûrement contre le Leinster. Northampton a joué. C'était dur de jouer les tableaux. Je suis d'accord, mais je ne vais pas dire que c'est un trophée, mais si tu reçois ce Toulouse-là, dans ce maillot-là, dans ces conditions-là, dans cette forme-là, tu sais qu'au bout, il y avait le truc, et qu'on a tous vu arriver à la demi-heure, quand il y a 12-3, il y avait tout pour que Toulon tape ce Toulouse-là, entre guillemets, mais tu savais qu'il y avait un beau truc à la fin où vraiment Toulon pouvait vraiment bomber le torse et dire Toulouse, on les a écartés, et ça prouve ce qu'on va faire en fin de saison. Là, le scénario est dur, tu as prouvé de bonnes choses, mais tu as aussi un peu prouvé tes limites sur quelques trucs. Voilà, c'est tout ce que je dis. Le problème pour moi, pour Toulon majeur, c'est pas que ça peut casser le moral des Toulonnais. Justement, je pense, comme tu l'as dit, ils ont vraiment tenu la dragée haute à Toulouse et ça peut plus les rassurer qu'autre chose sur leur niveau de jeu et ils sont capables en phase finale de réaliser des gros matchs. Mais par contre, là où ça leur fait mal, c'est que les Toulousains, par contre, c'est un succès qui va les galvaniser. Et je pense qu'en phase finale, Toulouse va se servir, notamment au top 14, Toulouse va se servir de ce résultat pour être encore plus fort et encore plus confiant en son jeu. Je suis d'accord, mais sur ce match-là, qu'est-ce qui te rassure quand tu es Toulonnais? Parce que il a plus des cordes, presque. On sait que quand même Toulouse joue plus au rugby. Attention. Que tu peux gagner. Alors oui, mais au final, on a l'impression que Toulouse a cogné un peu plus fort que les Toulonnais. Ils ont joué un peu plus que les Toulonnais. Ils se sont vite remis en touche. Tu les as pas dominés plus que ça en mêlée. Au final de ce match, de ce match-là, c'est soit il pleut des cordes, on a quand même perdu. S'il fait grand soleil, tu te dis vu notre style de jeu,
vaut mieux pas qu'en demi, un top 14, il fasse soleil à Lyon. Bien quoi. sûr, mais Tu vois, donc tu as ce côté-là aussi, te dire sur quoi tu peux t'appuyer. Tu sais quelles sont tes améliorations, tu sais aussi que tu avais quelques absents. Et tu sais que tu pouvais gagner ce match là, vraiment, ça se joue à rien. Alors, sur les détails. Voilà, ça se joue sur les détails, comme diraient les plus grands coachs du top 14 actuellement. Mais tu sais que tu peux gagner. C'est moins dur qu'une défaite ou vraiment de 15 points où tous les étaient sûr que au-dessus. oui, Alors, mais merci. tu me demandes si elle fait mal. Moi, je pense te que dis non. juste je crois qu'on découvre pas aujourd'hui que Toulouse est quand même un cran au-dessus encore de la concurrence. Alors effectivement, c'est vrai que quand tu dis oui, c'est vrai qu'ils ont été finalement un peu moins bons dans le combat d'avant. Ouais, Ils au jeu au sol, jeu au sol, t'as subi. Vous êtes persuadé qu'ils ont été moins bons sur le combat d'avant en deuxième période? Oui, mais puisqu'ils ont fait que défendre en première période. Aujourd'hui, tu prends la défense de Toulon en première période, c'est juste superbe ce qu'ils ont fait. Il y a 4 buts d'un côté, 0. Oui, mais alors c'est juste une question de gérer ses temps forts, ses temps faibles aussi. Oui, non, mais ça, j'entends. Non, mais c'est juste, je dis pas, c'est pas méchant directement pour Toulon. Toulon a fait un gros match et tout. C'est juste que si t'es le staff, par exemple, si dans 2 mois tu dois jouer Toulouse en demi-finale, tu revois ce match. Tu dis, les gars, il faudra faire mieux en touche, il faudra faire mieux dans le jeu au sol, il faudra faire mieux avec le ballon. Le seul secteur où ils ne pourront pas faire mieux, c'est face au poteau, où Jaminet fait 100% avec des pénalités de 57 mètres, 58 mètres, il pourrait faire 65 mètres. C'est le seul secteur. Après, il faudra faire mieux partout. Alors que Toulouse pourra faire mieux dans certains secteurs. Et ils ont quand même gagné, tu vois, voilà, c'est juste ça en fait. C'est que dans la. Peut-être qu'avec Sinclair à la Gahu, je sais pas, c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Avec le jeu des joueurs qui rentrent, je pense que Sinclair à la Gahu aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup manqué, on va pas se mentir. Vu le match que c'était, vu le contexte. C'est clair, oui, ça c'est. Et voilà, peut-être dans 2 mois, Dupont ne sera toujours pas là, malheureusement, pour Toulouse. On sait que c'est quand même. Je reste fondamentalement persuadé qu'au final, je te contredis, je suis persuadé que pour gagner ce match, Toulon ne doit pas faire mieux forcément dans son jeu d'avant. Là, ils ont juste fait un match correct au niveau du jeu d'avant qui leur a permis de tenir Dragea Toulouse. Mais c'est vraiment dans l'animation offensive, je pense qu'il faut qu'ils passent un cap. Et notamment derrière, on l'a dit, ça manque quand même beaucoup de créativité. Certes, la pluie n'a pas aidé. Mais aujourd'hui, tu fais le même match en demi-finale de top 14 au niveau du jeu d'avant, des mêlées de la conquête, de tout ce que tu veux, même le ruck, même si ça a été un peu déficitaire. Si tu arrives à concrétiser ces quelques occasions que tu as, parce qu'aujourd'hui Toulon n'a marqué aucun essai quand même, et tu vas gagner le match. C'est pas forcément le jeu d'avant pour moi qui est le truc à améliorer pour gagner, c'est vraiment l'animation offensive. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Après oui, c'est vrai que les conditions, étaient un peu compliquées. Oui, bien sûr. Mais alors, on s'est dit, le ballon, il leur brûlait les doigts. Pourquoi Toulouse a réussi à développer un peu de jeu? Oui, c'est vrai. Il y avait quelques situations, elles n'ont pas été en plus très nombreuses pour Toulon, même pour Toulouse dans ce match-là. Mais oui, c'est vrai, par exemple, Fanganoukou qui t'a popé. Tu les as vus les yeux Tu les as vus les yeux de tout? Ah ben non. Ouais. Non, ça c'est censé être leur force. Hein. Si malheureusement, Villiers, on l'a vu. Le nombre malheureusement pour lui. Dréan, il est meilleur marqueur du top 14. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais après, donc c'est qu'il y a un problème dans leur jeu. Il y avait un problème dans leur jeu aujourd'hui. Oui. De pas le trouver. Peut-être aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas renfermés à dire de toute manière, il faut leur casser la gueule devant pour gagner. Et peut-être. Oui, après, on sait déjà que le jeu toulonnais est quand même beaucoup basé sur du jeu au pied de pression. Voilà, quand il pleut comme ça, je pense que c'est pas déconnant de dire on va encore insister plus sur ce point fort. Effectivement, oui. Après à la vidéo, ils diront là on aurait dû la jouer. Mais oui, mais après, c'est toujours pareil. Voilà, on pourrait faire le match 100 fois. Mais en tout cas, sur un match, on a vu quand même que Toulon était capable de taper sur un match coup près, que Toulon était capable de taper Toulouse. Et je pense que Toulon est quand même ils pourront travailler. C'est vrai que oui, on a presque oublié que les Sinclair à la Gahu, il y avait des absents de l'autre côté aussi à Toulouse, mais c'est vrai que devant dans ce match-là, ils auraient fait du bien. Notamment peut-être pour le banc aussi. Je me pose des questions sur la deuxième mi-temps de Serein. Est-ce qu'il n'était pas peu touché? Ensuite, notamment, on a vu qu'il s'est fait mal à l'épaule ou alors au bras en première période. Il n'a pas fait du Serein comme d'habitude, je trouve. Oui, après, je me demande s'il n'était pas un peu touché. Oui. Non, après, il était clairement visé en tout cas. Là, c'était pas un match à jouer pénalité vite, à faire des chisteras, à faire des coups de Piraza. Non, mais c'est vrai. Bon, oui, c'est pas que ça. Voilà, évidemment, mais alors là, c'est aucun match de la phase finale n'est un match à jouer des pénalités vite, à faire des chisteras. S'il fait grand soleil, quand même, ça se tente. S'il fait grand soleil ici. Pour le coup, je pense que mais bon. Si Christophe Forest entendait, je pense qu'il viendrait sur le plateau pour nous dire que. Christophe Forest, c'est pas le manager de Sereine, donc il n'y a pas de souci. Je crois, pas encore en tout cas. Ou alors il y a une info qu'on a jamais été. Non, bien sûr, mais je te dis juste un style, un mec que je connais son style de jeu. Ah oui, ça c'est sûr, mais bon, il nous régalera les prochaines semaines. Qui a gagné des titres quand même. Qui? Tu seras pas. Christophe Forest? Oui. Ah bah oui, peut-être un peu. En 2010 notamment. Mais messieurs, on va passer à notre match. Allez, Bordeaux-Munster, puisque c'est le futur adversaire du Stade Toulousain, du coup, qui a gagné Toulon à Mayol. Yanis, des Girondins qui n'ont pas trop laissé de
pas trop douter, quoi, on va pas se mentir, il n'y a pas eu trop match. C'était le même match que contre l'Ulster, je trouve, en huitième de finale de Champions Cup. Bordeaux a très vite fait la différence. On sentait qu'avec leur canne derrière, et s'il y avait un peu de précision, et le Munster n'allait pas résister longtemps. Et au final, Bordeaux est un peu tombé encore dans la facilité, a eu ces fameux trous d'air que l'Union a depuis le début de saison, qui sont un peu pénibles, puisque c'est les trous d'air que n'ont pas notamment Toulouse et Toulon, on l'a vu aujourd'hui. Donc c'est un peu le côté faible, voilà, de Bordeaux, mais au-delà de ça, il y avait tellement d'écart, je pense, avec le Munster, que tu peux pas juger trop Bordeaux sur ce match, et comme tu ne peux pas le juger pour moi Bordeaux sur la huitième de finale, parce qu'il y a tellement d'écart que le scénario fait rentrer le match. Oui, parce que fait rentrer dans un match bizarre. Si t'as les trous d'air tous les matchs à 29-3, bon, tu vas en gagner. Voilà, donc contre Toulouse, il y en a eu. Contre Toulouse, il y en a eu. Non, mais ça je contre suis Toulouse d'accord. en top 14, Toulouse est remonté. Oui. Donc là, tu t'es fait vraiment peur. Ah bah oui, mais il y a ce problème de facilité de cette équipe qu'il faut régler. Malgré ça, la touche a été très bonne, il faut le souligner, notamment défensivement, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez critiqué à Bordeaux. Et Bordeaux avance sans trop de problèmes, très franchement. Et il y aura un gros défi contre Toulouse. Voilà. Et là, il faut se mouiller à nuque, puisque encore Toulouse monte crescendo. Donc Sale, maintenant Toulon et l'UBB. Ah oui, autant Bordeaux, là tu passes de l'Ulster-Toulon, de l'Ulster-Munster à Toulouse directement. Et là, ça va être compliqué. C'est vrai qu'elle est un peu dure à lire. Enfin, pas cette équipe de Bordeaux, mais un peu la progression actuelle de Bordeaux, elle est dure un peu à lire. Autant, effectivement, Toulouse, on a vu que Sale va vraiment opposer une grosse résistance. Là, il y avait ce match... vraiment à la vie à la mort à Toulon, 50-50, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que d'un côté, Bordeaux avance. Voilà, alors on a beau dire attention à Ulster, attention au Munster. On savait très bien quand même, il y avait quand même une vraie classe d'écart. Voire deux classes d'écart. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal aujourd'hui à juger vraiment. Alors, c'est une très bonne équipe, Bordeaux. Hein. Leur classement parle pour eux, toute leur progression, enfin, tout leur parcours plutôt. Mais c'est vrai que voilà, on est un peu curieux de savoir vraiment sur un match taille-taille ce que ça peut donner. Il y a quelques signes qui sont effectivement pas trop encourageants là, sur ces dernières semaines, avec cette capacité, c'est pas une capacité, pour le coup, cette propension un peu à s'endormir par moment. Et je me dis, voilà, demain, si j'en ai vraiment un match taille-taille, est-ce qu'ils sont capables sur 80 minutes de rester pleinement mobilisés sur tous les secteurs? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu une inconnue, j'ai l'impression. Et puis il y a deux joueurs. C'est presque trop simple pour elle actuellement, j'ai l'impression. Vas-y. Non, je disais que Penaud a marqué l'histoire. Voilà, phrase dite 40 fois par saison peut-être. Non, mais d'un Penaud qui a marqué son 12e essai. Dans cette seule édition de Champions Cup, c'est le record historique. Le précédent était de 11, Chris Ashton avec Northampton ou les Saracens. Saracens, pardon. Northampton, c'était avant les Saracens. Mais avec les Saracens, bon là, effacer des tablettes, Chris Ashton, Damien Penaud qui peut potentiellement marquer un 13e, un 14e en demi ou en finale si l'UBB va en finale. Mais en tout cas, le record il est battu. Donc voilà, Damien Penaud qui continue d'écrire sa légende. Qui a fait du Damien Penaud là pour le coup sur ce match comme un huitième de finale. Bon, on l'a pas trop vu, mais par contre il a fait un exploit. Voilà, il fait 2 exploits dans les 5 premières minutes à chaque fois. Et donc c'est un grand bonhomme. Hein. Et là, Louis Belbiaré marque aussi. Donc forcément, quand tu as les deux qui marquent sur les ailes, tu marques des points. Plus facile. Après, 12 essais, c'est bien. J'attends surtout de savoir ce qu'il va faire en demi et en finale. Et c'est là qu'il faudra. Oui, parce on est d'accord. Il a aussi marqué plein d'essais sur des. Un match à la Penaud, ça veut aussi dire il y a eu des essais du Munster, notamment un où on s'est un peu demandé ce que faisait Penaud sur son aile. On va pas se mentir. Complètement. Où l'ailier tape au pied. Il était tout seul pour le récupérer puisque Penaud n'a pas voulu courir. Voilà. En fait, voilà, tout simplement. Après, est-ce qu'il s'est senti battu? Penaud, c'est un peu l'image de cette équipe de Bordeaux, beaucoup de talent, peut-être qu'il l'aurait pas rattrapé sur des matchs vraiment couperés. Peut-être qu'il l'aurait pas rattrapé, mais peut-être. Mais faire ce record pour moi, même si tout le monde dit qu'il s'en fout, j'imagine que c'est vrai à la fois pas vrai, mais je pense que ça va lui permettre aussi de pas se libérer, mais de reprendre confiance en lui, puisque je suis persuadé que le fait qu'il ait été blacklisté en équipe de France lors d'une seule rencontre, c'était contre l'Italie, ça lui a fait quand même du mal, puisque c'est pas un mec qui fonctionne comme ça, et que c'était pas le meilleur. Alors c'est un truc qui a été tenté, ça n'a pas été le meilleur choix pour moi de Fabien Galtier sur ton destination. Et du coup, les performances de Damien Penaud, j'ai ressenti qu'il avait le besoin de prendre de la confiance en touchant beaucoup de ballons et en faisant beaucoup quand même d'erreurs, ce qui n'était pas forcément son style de jeu. Et donc du coup là, reprendre de la confiance, j'espère que pour lui, que pour la fin de saison, ça va lui permettre d'être retrouver son meilleur niveau. Alors que le Bordeaux-Toulouse, ce sera le dimanche du week-end des demi à 16h. Donc pour ceux qui veulent aller au match, voilà. Pas sûr que Capozzo sera remis déjà. Parce que 3 semaines, ça risque d'être un peu short pour Capozzo. Antoine Dupont. C'est le 7 du coup. Le 8, c'est le week-end du pont là, donc c'est le 7, truc comme ça. Donc ça va être bon normalement pour Nicolas Deporter.
Je crois que ça va être trop juste pour Tevita Tatafou par contre côté bordelais, et c'est deux grosses absences côté bordelais qu'on évoque très peu quand même. Tatafou, cette absence, mais ça a été c'est un des mecs les plus réguliers la saison dernière avec Bordeaux. Après t'as Petsamou qui assure. Petsamou qui assure, mais le problème c'est que Petsamou il enchaîne beaucoup quoi. Il enchaîne beaucoup de matchs. À un moment il va arriver fatigué. Petsamou il a pas 20 ans, donc pour l'instant il fait des bons matchs, il faut le souligner. Mais je pense que revoir Tevita Tatafou serait une bonne nouvelle côté bordelais. Oui, donc voilà, Bordeaux-Toulouse qui va devenir un peu le classique. Qui est devenu déjà un peu le classique. On avait dit la même chose pour La Rochelle au final. Ouais, mais ça change tout le temps. Il y a souvent Toulouse d'un côté quand même. Ouais. Et après ça change. C'est vrai que le classique, il y a toujours Toulouse. Voilà. C'est vrai que cette année, on a du mal à avoir un classique avec La Rochelle, on va pas se mentir. Les Rochelais qui ont profité d'une semaine de repos, on le dirait ça comme ça. Avant La Rochelle-Bayonne, ça aussi sera bien bon sur ce match la semaine prochaine. Parce que La Rochelle. Combien de défaites de suite La Rochelle 8 là non, alors est-ce qu'il y a un match Il y a un match contre Castres. Et ils ont gagné une seule fois en 2025. C'était contre Toulouse. 22-19 à la dernière minute. Ouais. Donc oui. C'était pas la victoire la plus rassurante de l'histoire. Non. Déjà, du coup, il a pas beaucoup rassuré. Qu'il a pas donné beaucoup. Bon bref. Messieurs, un mot rapidement quand même, très rapidement. Sur Castres. Sur Castres. Tu l'as vu venir. Voilà. Merci. Oui, Castres 51-16 contre Northampton. Voilà. On passe à ouverture du maillot. Bonne équipe. Alors, souligner quand même que la marche était. Alors d'encore, j'ai dit que la marche allait être un peu trop haute pour le CO. Je vois une défaite de 8 points. Bon, voilà, il y a plus de 30 points, mais après il y a beaucoup d'essais en seconde période. Les Castres avaient lâché un peu. Enfin, je sais pas si. Voilà. Oui, mais faut dire quand même qu'en première période, Castres a su résister et n'était pas si loin derrière. Au final, il y a que 3 points d'écart ou 7 points d'écart. Il y a 4 points d'écart à la 45e. Non, mais... Il y a 20 à 16. Oui. Il y a 20 à 13 à la mi-temps. Alors Castres s'y file quand même beaucoup en défense en première période. Tu sentais que c'était sur un fil. C'était sur un fil. Et en deuxième période, ça a beaucoup lâché, notamment face à Henry Pollock qui encore a fait un match quand même assez fou. Ce mec est juste une bête féroce, un phénomène. Et puis Castres a payé un moment. Avec lui, hein. Castres a payé un moment le carton jaune de Bagé qui lui a pas fait du bien. Oui. Après, ils ont payé beaucoup de choses qui leur ont pas fait du bien, les Castrés, de manière générale. Alors, d'ailleurs, j'aimerais passer un petit message à quelques supporters que j'ai vus sur les réseaux. Certains ont parlé beaucoup de l'arbitre. Bon, il y a beaucoup d'écart quand même entre les deux équipes. Ne dévalorisons pas notre sport non plus trop. Oui, après le genre de Nakarava, j'attends encore de voir pourquoi on l'a pris, mais non, mais pour le coup, Après, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, me fait. J'ai vu que l'arbitre faisait beaucoup critiquer des deux côtés. Monsieur Pierdi. Il a rendu fou tout le monde parce que en fait, à chaque fois, c'est. Vous voyez les pubs qu'il y a entre Koh-Lanta sur TF1 qui durent 9 minutes. En fait, vous pouvez mettre les passages d'Andrea Pierdi à la vidéo. En fait, pendant les pubs à Koh-Lanta, si vous voulez, d'ailleurs. Voilà. Des erreurs, on peut en voir partout. Non, mais il n'y a pas d'erreur. C'est une volonté pour lui de regarder tous les plans. Là, il a pris 3 heures de vidéo à Bordeaux pour laisser accorder au Munster. Accorder au Munster les pénalités qui est. Non, mais d'accord. Là, il a pris 2 secondes. Il a dit ah ouais, bon, c'est pénible. C'est une fois. Là, il faut se rendre compte que dans certains cas, ça a duré plus de 2 heures. Imaginez si l'arbitre Toulon-Toulouse, où il y a 18 partout. Voilà, parce que là, il y avait 51-16. Donc là, en deuxième mi-temps, il y avait moins d'appels vidéo. Et encore, il y en a eu pour des choses. Bon. Prend la décision. Là, je me dis, si l'arbitre Toulon-Toulouse, où il y a 15 partout à la 60e, le match il dure 2h30 sans prolongation. Ça va prolonger ton supplice. Non, mais oui, j'avais quelques stats aussi pour Castres pour montrer qu'ils ont défendu. Djagoudou, 15 plaquages. La charnière a dépassé les 10 plaquages. Lebrun, 12, il me semble. Ouais, 12 sur 13, Lebrun. Fernandez, 11. Donc oui, les Castrons énormément défendus. Ils ont perdu aussi Babillot. Donc j'espère que c'est pas très grave pour Babillot. 18 plaquages de la porte. 18 sur 19. Bon, ça a beaucoup défendu. C'est ça, les Castrés étaient sur le fil, et puis sur le fil déjà en arrivant, parce qu'au final, quand tu regardes la deuxième ligne qui a été une pénurie de deuxième ligne, au centre, fallait pas qu'il y ait un pété. T'étais Lebrun qui était un peu blessé la semaine passée, qui a tenu sa place. T'étais déjà sur le fil avant le match, et au final, ça a craqué aussi physiquement. Non, mais c'est surtout pour, encore une fois, c'est pas une excuse, mais pour assister à l'entraînement le jeudi matin de Castres. Vous savez, maintenant, il y a des chasubles blessés dans les équipes. Il y avait Will Collier, Rémi Bagé, Louis Lebrun. 3 titulaires. J'avoue que quand tu vois ça, tu te dis, déjà avec les blessés qu'il y a. Will Collier, c'était les côtes. Je me suis dit, bon, déjà, pour appuyer droit quand même, en mêlée, c'était à les côtes. C'est pas très bon. Il n'a pas été dominé, mais Rémi Bagé aussi, il fallait pas le toucher. Louis Lebrun qui avait pris une béquille, il a tenu sa place. Enfin, vraiment, c'était sur un fil là. Défensivement, enfin, bon match. Ah oui, Lebrun, il a mis notamment Pollock.
qui une fois a tenté de le défier, qui est resté au sol. Et là, tu vois, Pollock, oui, on va adorer le détester. On le déteste déjà, Pollock, je le déteste. Donc, les castrés m'ont rendu fier, puisqu'il y a un moment, là, Bagil, il va pour le crever, c'est ça qu'il faut faire. Mais non. Mais c'est bon. Sur un ruck. Non, mais attends, mais le crever dans les règles, je parle. Oui, évidemment. Ah, d'accord, mais c'est tellement des règles qu'il a pris jaune sur l'action. Il a pris jaune. Ah oui. Non, mais après, c'est dans les règles. C'est écouter Yanis. Non, mais à moi, c'est du rugby aussi. Ah, d'accord. On peut plus rien faire. D'accord. C'est tellement des règles qu'il a pris jaune. Bon. Non, mais c'est pas assez dans les règles, du coup. Non, mais à un moment, sur un plaquage, je crois que c'est Lebrun, oui, du coup, qui lui met une énorme cartouche. C'est aussi comme ça qu'il faut laisser faire passer des messages aux joueurs adverses. Mettre dans les règles, je précise, pas ce qu'a fait Bagé, des cartouches. Il est beaucoup trop fort, Pollock. Et puis, non, mais Northampton est quand même une équipe sous-cotée. Hein. Northampton, ça envoie du jeu de partout, c'est des internationaux à la charnière. 42-12. Je suis curieux de savoir comment ils vont se comporter au Leinster. L'année dernière, tu te souviens, on disait l'année dernière qu'ils allaient prendre une fessée au Leinster, et au final, ils ont résisté. L'année dernière, ils de pas gagner. Ils sont champions d'Angleterre. Ils sont 8e. Oui, alors ils sont tous sur la Champions. Et ils n'avaient pas Furbank aussi cette année en. Ils l'auront peut-être pas parce qu'il a joué quand même. Il est rentré, il est ressorti, il s'est refait mal à son avant-bras où il avait déjà loupé. En fait, il pouvait plus bouger la main droite. Sur son essai d'ailleurs, je crois, il se fait vraiment mal. Il a tenu parce qu'ils avaient déjà plus de personnes sur le banc. C'était pas très rassurant les images. Mais après, Northampton, oui, une très belle équipe. C'est une belle équipe. Après, bon, je les imagine pas un seul instant taper le Leinster en Irlande, mais après, ce sera une belle opposition pour le Leinster. Leinster déjà marqué des points. 2 matchs de phase finale, 0 points encaissés. Déjà marqué des points, très bien. 0 points encaissés, t'en rends compte? C'est incroyable. C'est Glasgow qui a gagné le RC il n'y a pas si longtemps. Bon, Glasgow qui est deuxième du RC d'ailleurs. Derrière le Leinster. Oui, c'est sûr. Ah, c'est chaud quand même. En finale. Tu vois qu'ils font 3 ans qu'ils n'ont pas gagné un titre. Non, oui, mais en plus ils font tourner leur effectif. Toute leur première ligne était changée par rapport à Harlequins, au match contre les Harlequins. Ils avaient aussi changé en troisième ligne. Au centre, c'était Jordi Barrett qui est rentré et sur le banc. On peut le dire, non? Ils sont tous partis en vacances pour 3 semaines d'ailleurs. Ah oui, là, je pense. Voilà, donc bon, après, c'est les avantages aussi. C'est vrai que parce que pas sûr que Bordeaux. C'est une différence par rapport au top 14, c'est clair. Ah bah oui, je pense. Que les top 14, là, Bordeaux doit lutter avec Toulon pour être à la deuxième place du championnat et éviter un barrage. Alors que le Leinster s'en fout et est déjà premier largement au sein du RC. On se répète tous les ans, mais ils peuvent faire tourner, quoi. Leur saison est tellement simple jusqu'au 20 mai que quand il y a vraiment des matchs taille-taille, des matchs couperés, ils ont du mal à les gagner quand même. Alors, ça fait quand même 3 fois de suite qu'ils perdent une finale de Champions Cup dans les dernières. Et oui, mais alors ça aussi, parce qu'on dit. Ils ont moins ce goût de la bataille, enfin, oui, mais goût de la bataille, ce goût du. Ça aussi, on dit l'URC, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas gagné l'URC. Mais voilà, on a l'impression qu'ils ont toujours les deux à gérer en même temps. On a l'impression que c'est la Nationale 2, l'année dernière, ils sont même pas en finale. Non, c'est Glasgow. Donc au bout d'un moment, oui, mais. Non, mais ils ont un vrai problème sur les. L'Irlande faut gagner. Un vrai problème sur les. Faut gagner. Les matchs couperés. Messieurs, je crois que c'est le moment. De découvrir le maillot. Alors il y a le jingle, bien sûr. Il savait pas de quoi parler, Vincent. Il était perdu là. C'est le moment. Vincent, tu vas te lever, puis tu vas chanter devant tout le monde. Non, mais voilà. Donc petit jingle et on ouvre la boîte. Un bon maillot rugby dans quelques secondes. Donc voilà, donc un bon maillot rugby, bien sûr comme d'habitude, je vous fais un peu le topo. Donc c'est une société qui a été créée il y a plusieurs années. Vous pouvez retrouver des maillots issus de tous les championnats et de toutes les sélections. Bien sûr là on a je vais vous montrer la boîte. C'est quelque chose spécial 6 nations. Alors oui, le 6 nations il est passé, les Français l'ont gagné, mais on a reçu. Justement, on veut se rappeler que les Français l'ont gagné. Voilà, on va se rappeler que les Français l'ont gagné. Bien sûr, après, tu commandes ton coffret mystère, tu le reçois chez toi. Il y a un code promo avec la 3e mi-temps. 3MT10. MT majuscule. Ça, je dis pour le podcast, c'est pour la 3MT10. Et du coup, vous avez des maillots pour un peu plus de 60 €. Donc, c'est un peu moins cher que dans le marché classique. Bien sûr, alors là, je le dis aussi pour les supporters que je vois dans le chat. Vous pouvez mettre les équipes que vous ne voulez pas. Voilà, ça peut servir aussi dans certains cas, notamment au Pays Basque, ou ailleurs, si vous voulez absolument pas une équipe. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Et du coup, ensuite, vous mettez votre taille, bien sûr, et tout ça, et vous recevez votre boîte et vous savez pas le maillot qu'il y a dedans. Messieurs, juste question habituelle. Si vous deviez avoir un maillot, vous voulez lequel? Du coup, c'est 6 nations? C'est 6 nations. Normalement, c'est 6 nations. Là, si tu me sors le maillot de Toulon ou Toulouse, je t'applaudis. Moi, je veux le maillot du vainqueur. Donc la France. Voilà, la France. Écosse. L'Écosse, tu voudrais l'Écosse, on n'a pas eu, je crois. Un petit peu de romantisme. L'Écosse, on n'a pas eu parce qu'on a eu Pays de Galles, on a eu Italie, Angleterre, France. Quel mec arrive en soir et dit putain, moi je veux le mode Hugh Jones. C'est genre. Et bien sûr, je précise aussi, quand tu commandes par exemple la sélection,
tu as 3 chances sur 4 d'avoir la nouvelle collection. David Parce qu'il y a des maillots des précédentes saisons, ça va jusqu'à 4 saisons en arrière. Le maillot de César là. Voilà, donc par exemple, l'équipe de France, on a eu le maillot de la Coupe du Monde 2023. Oui. Allez, Vincent, Vas-y. je te fais ce cadeau. Juste, voilà, montrez-le bien à la caméra quand vous avez trouvé. Ah, mais c'est pas du tout Sidation. C'est pas Nation. Mais c'est Tekos. Ce n'est pas il est beau. Nation. Mais après, bon, c'est la moitié de la sélection. Hein, comme je Oui, dis. c'est la moitié de la sélection écossaise. Ah oui, non, c'est bien. Glasgow. Voilà, Glasgow pour vous. Puis il est pas seul, ils l'ont porté apparemment. Ils l'ont porté vendredi contre le Leinster. Et puis il y a pas eu un plaquage. Alors je vous dis, il est super propre. Voilà. Écoutez, Beau maillot de Glasgow avec un très beau logo comme. Voilà, un bon Les maillot férus de rugby. rugby, Ah, c'est vrai que j'étais Ah, persuadé. trop bien. Bah non, Voilà, bien. j'avoue que j'ai. Il est collector, j'aime bien. Je pensais que c'était des maillots 6 nations, mais non, c'est le maillot de Glasgow, bien sûr. Voilà, le maillot du URC, mais ça prouve aussi. Parce que voilà, il y a tous les championnats. Maillot rugby. Masque-prix. URC, top 14, voilà, ce que vous voulez. Première chip aussi. Et là, c'est le maillot de Glasgow. Ah, c'est le maillot qu'ils ont porté au Leinster ce week-end. Bon, Oui, ça c'est leur ça. a pas forcément porté chance. J'espère que. Voilà. Donc voilà, le maillot de Glasgow. Voilà, Bravo. où, bon, Bravo. on ne citera pas les joueurs qui y jouent. Mais voilà, notamment Finn Russell, il y a quelques années, il jouait. Il y a beaucoup, tous les joueurs écossais de toute manière, non Edinburgh quand même. Il y a Edinburgh quand même. Oui, quand même. Henri d'Arge. Donc voilà, maillot de Glasgow qui a fini sa saison en Champions Cup. Voilà, mais j'avoue que j'étais. Mais qui, attention pour l'URC. Attention. Pour lui, mais tenant du titre. Bah oui. tenant du titre. Et qui est Titre là, en deuxième du championnat. Ouais, deuxième et qui va pouvoir se concentrer que sur l'URC maintenant d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Comme le Pour le Leinster. d'ailleurs. rappel, ils ont pris 58 grains face au Leinster. C'est pourquoi je sais plus combien ils ont pris. Mais... C'est combien qu'ils ont pris 52. 50... Non, 51, non 52. Non, 52. Non, 62 et 52, ils ont mis Leicester. Ah bah. Ensuite. Donc Ils voilà, aiment bien, donc ils aiment maillot bien. de Glasgow. Maillot de Glasgow, donc bon, voilà, beau maillot quand même. Ça régale. Ouais, beau maillot. Ah oui. J'avoue que, bah, en tout cas, on pouvait pas voir la France et l'Écosse. Mais après, est-ce que tu voulais le maillot de l'Écosse Bah ouais, en fait, oui, voilà, quand même. Vœu à moitié exaucé, quand même. Plus que moitié. C'est plus Très allé joli, vers toi très que vers, que vers Yanis. Donc voilà, le maillot des Glasgow Warriors. Bravo. Merci, messieurs, pour cette émission. Bah, merci. On termine cette bonne note. Ouais. Voilà aussi pour rappeler la victoire de l'équipe de France féminine contre le Pays de Galles. Évidemment. 3 victoires en 3 matchs pour les Françaises qui vont en Italie la semaine prochaine et qui iront en Angleterre pour la finale du tournoi. On peut savoir, enfin, en tout cas, on l'espère. Parce qu'on n'imagine pas l'Angleterre perdre, mais on espère que la France va gagner. Et aussi la qualification de Lyon et du Racing Lyon du Academy. Racing. Bravo. Là, tu voulais dire un mot, vas-y. Non, je dis juste, on a assez critiqué le Racing Man cette saison pour souligner que ils ont vraiment changé de visage ces derniers temps quand même et que là ils ont montré beaucoup d'abnégation sur la pelouse du Connard, même mené 21-5 et après un carton rouge de Naïtouvi, ils ont su remonter grâce à un énorme Noël Le Garec et un très bon Dan Lancaster, il faut le dire. Ah oui. Donc bravo au Racing qui fait honneur au club aux Français dans cette compétition et qui retrouveront Lyon en demi. Voilà, on est sûr d'avoir un club français en finale Challenge Cup comme en Champions Cup puisque les deux clubs français s'affronteront et ce sera le même dimanche. Voilà, donc 13h30 Lyon Racing, 16h Bordeaux-Toulouse, donc un beau dimanche rugby qui nous attend. Allez, voilà, dans l'autre sens, Édimbourg recevra Bath ou Gloucester à 16h le samedi et du coup samedi 18h30 Leinster-Northampton. Voilà, puisque Leinster Faudrait être là. contre Leinster, peut-être là les 10 premières minutes. Après, bon, zapper Comme sur. Il y a quoi il y a... Sinon, Southampton met des points, ils pourront vraiment lever les moins. Presque. Ah, il a 3 points. Moi, je trois vous points, assure que ça trois points, peut. tu les Ça, prends. j'ai confiance en cette équipe de Northampton pour tenir la dragée haute. J'ai dit pareil jeudi après-midi pour Glasgow. Voilà, je suis passé pour un énorme cep. Ne nous mentons pas. Mais moi, Donc, je l'ai voilà. dit Ça bien résiste pas. avant, tu vois, comme ça, on me ressortira pas. Donc voilà, donc merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Si vous le faites un podcast, émission sponsorisée par un bon maillot rugby, voilà le magnifique maillot des Glasgow Warriors. Merci Aurélien en régie, merci à tous ceux qui sont actuellement dans la rédaction, notamment Tristan, Nicolas Hugo qui est habitué, Simon Paul, Rezer, qui bien sont les sûr. habitués de la troisième mi-temps. Voilà. Paul Arnoux aussi, troisième bien mi-temps. sûr. Habitué de Cortre, Paul Arnoux, Allez, plutôt le jeudi après-midi. Habitué de mettre des phrases surtout. Ils sont dans le groupe. Voilà, ils sont dans le groupe, mais oui, après. Ils n'ont pas été sélectionnés, mais vous inquiétez grave. pas, ils sont dans le groupe élargi. C'est pour on fait jouer la rotation. On mise sur la rotation. Merci à tous et à jeudi prochain pour Kick-Off Rugby sur la chaîne Twitch et sur rugbyrama.fr. Ciao ciao. Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com.